Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous mon petit workflow avec Webpack. Donc lorsque je travaille avec des frameworks back-end tels que Laravel, Ruby on Rails ou autres, je n'ai pas forcément envie d'utiliser leur gestionnaire d'assets qui est un petit peu limité, mais je veux utiliser ma propre configuration Webpack. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, j'aime bien Webpack parce qu'il me permet de partir d'un fichier JavaScript et c'est ce fichier JavaScript qui va déterminer de quoi il a besoin. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus modulable et de varier un petit peu ma configuration de projet en projet. L'autre avantage, et c'est celui-là principalement qui me fait utiliser Webpack, c'est tout simplement qu'il a le hot reload, c'est-à-dire qu'il est capable de réactualiser le CSS ou le JS sans forcément déclencher une réactualisation de la page. Chose qui n'est pas possible par exemple avec Laravel et Elixir. Le problème, c'est que, on le sait tous, si vous avez essayé un petit peu de faire du Webpack, c'est très chiant à configurer et on s'en sort pas forcément. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu le processus que moi j'utilise pour mes projets. Donc, je les utilise actuellement pour des projets avec PHP, avec le framework Slim, enfin le micro framework Slim. Je l'utilise aussi pour Laravel et je l'utilise pour Ruby on Rails. Donc vraiment, je l'utilise partout. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet. Alors ici, on va utiliser Laravel, ça va être le plus simple à mettre en place et celui qui parlera au plus grand nombre. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal et je vais me rendre dans mon dossier. Donc on va créer un nouveau dossier dans le dossier lab et on va l'appeler démo Webpack. D'ailleurs non, on ne va pas créer le dossier, on va initialiser un nouveau projet Laravel en faisant new démo Webpack. Donc automatiquement il va télécharger toutes les dépendances dont il a besoin via Composer, donc ça va se faire plutôt rapidement vu que moi j'ai déjà fait 2-3 installations de Laravel, donc tout est en cache. Ensuite je me rends donc dans le dossier démo Webpack. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec IntelliJ. Alors par défaut sur Laravel, il a déjà un processus qui permet de compiler du CSS et du JS qui utilise, je crois, Gulp et ça s'appelle Elixir. Donc on a les assets dans le dossier ressources. On retrouve notre JS principal qui est app.js qui va inclure différents autres trucs et le fichier SASS qui permet de travailler avec du SCSS. Tout ça, ça va être compilé grâce à un fichier gulpfile.js qui fait un coup de Elixir. Donc ça, c'est une librairie propre à Laravel. Et ça va compiler tout ça dans le dossier public. Alors, le problème de cette configuration, c'est que à chaque fois que l'on va faire une modification, il va recompiler le JS et le CSS, réécrire tout, et ensuite on devra réactualiser la page, ce qui n'est pas forcément très pratique. Nous, ce que l'on va faire, c'est avoir ce système de hot reload. Alors du coup, pour aller un petit peu plus vite, je vous propose de télécharger le boilerplate. Alors je mettrai un tag qui correspondra à cette vidéo, comme ça vous pourrez récupérer la version identique à celle que je suis en train de présenter là. Donc je vais faire un coup de clone et download et je vais télécharger le zip. Donc dans ce zip, on retrouve différents dossiers. À l'intérieur, on a un dossier build qui va contenir la configuration pour builder le projet. C'est l'équivalent du fichier gulp file ici. Ensuite, on a le CSS et le JS qu'on ne touchera pas et ensuite on a différents fichiers de configuration. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon projet, je vais aller mettre le dossier build au niveau de mon dossier assets, parce que je pense que c'est logique de le mettre ici. Donc je vais ouvrir ça au niveau de mon Explorer. Hop. Je vais remonter d'un cran. Dans le dossier assets, je vais mettre les dossiers qui permettent de build. Ensuite, je vais remonter à la racine. Voilà. Et je vais mettre le package.json qui va contenir les dépendances. Donc je vais écraser celui qui est proposé par défaut. Je vais mettre le fichier ESLint.rc qui va permettre d'indiquer la configuration à utiliser pour le ESLint. Donc ça, c'est si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas avoir un linter, vous pouvez l'enlever. J'ai le fichier editor config qui va permettre de définir la configuration de l'éditeur, donc les étapes qu'il doit utiliser, les choses comme ça. Et à la racine aussi, j'ai un fichier yarn.log. Donc si vous avez regardé la vidéo concernant yarn, ça peut vous être utile. Donc ça, on le prend. Voilà, et c'est tout ce que l'on a à faire. Au niveau de notre package.json, si on regarde, hop, on a plusieurs commandes et on a notamment la commande dev qui va permettre de lancer un serveur de développement. C'est un serveur qui va faire le lien vers le JS et le CSS. Donc à chaque fois que l'on fera des modifications, c'est sur ce serveur-là que l'on retrouvera les JS et les CSS. Alors vu que moi je n'ai pas mis le dossier build à la racine, il faut que j'adapte un petit peu ici. Ici, le dossier se trouve dans le dossier ressources, /build, /assets/build. Donc si je le change ici, il faut que je le change aussi dans le dossier plus haut. Voilà, on reparlera de la commande de build juste après, ne vous inquiétez pas. Alors avant de la lancer pour voir un petit peu ce que ça donne, on va devoir faire quelques petites modifications. Donc au niveau de notre dossier de build, j'ai créé un fichier config.js qui permet de faire le raccourci vers différents
trucs que l'on a besoin de changer de projet en projet, parce que malheureusement, tous les projets ne fonctionnent pas de la même manière. Donc d'abord, on a les entry points, c'est-à-dire les fichiers que l'on va utiliser. Donc nous ici, ça va être le fichier app.js et le fichier app.scss. Par contre, il ne se trouve pas directement la racine dans ces dossiers-là, mais il se retrouve dans le dossier ressources, avec un S, /assets, alors pour le CSS, c'est sass/app.css, et pour le JS, c'est un petit peu pareil, hop, et sauf que c'est bien le dossier JS, donc à ce niveau-là, on n'a rien à changer. Donc ça va être le port du serveur de développement, c'est-à-dire le serveur qui va être lancé par Node.js et qui servira de délivrer les assets. Donc là, on va laisser ça par défaut. HTML, alors ça, c'est parce que j'utilise aussi ce projet pour générer des pages HTML standard. Nous, on va mettre false. Et ensuite, vous pouvez paramétrer comment vont être distribués les assets. Alors les assets, à la fin, je les mettrai dans le dossier /assets. C'est-à-dire que lorsque je vais lancer mon serveur de production, par exemple, ça sera, enfin, mon serveur de développement. Donc ça sera la page d'accueil. J'écris n'importe quoi. Ça sera la page d'accueil de Laravel. Et les assets, elles seront dans le dossier public. Et pour les séparer du reste, je les mettrai dans un dossier assets. Voilà, donc là, je ferai un truc comme ça. Donc au niveau de mon éditeur, ici, voilà, je mets /assets. Ensuite, je précise dans quel dossier ça va être déplacé. Donc là, ça va être déplacé dans le dossier public, qui est le dossier accessible depuis le serveur HTTP. Et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler assets. Enfin, la dernière configuration permet de dire de rafraîchir la page complètement si on modifie certains types de fichiers. Donc nous, on va lui dire ici, si je modifie les fichiers PHP qui se trouvent dans le dossier app, je veux que tu réactualises. Et je veux que tu le fasses aussi pour des fichiers qui se retrouveraient dans ressources, views, et ensuite n'importe quel fichier PHP dans ce dossier-là. Comme ça, dès qu'on modifiera une vue au niveau de Laravel, il la réactualisera et ça me permettra de ne pas avoir à passer du navigateur à l'autre. Voilà pour cette petite configuration. Donc maintenant, je peux lancer mon serveur de développement. Donc en premier, je vais devoir installer les différentes dépendances. Donc je vais utiliser ici Yarn pour aller plus vite. Donc il me suffit de faire un coup de Yarn. Et je vais passer en plus grande pour que vous ayez un petit peu plus d'espace. Et une fois qu'il a installé les dépendances, il me suffit de faire un coup de npm run dev. Alors là, il va vous sortir tout un tas d'erreurs, hein, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc d'abord, il essaie de lire le fichier app.js et nous sort des erreurs de convention. Alors c'est parce que moi j'utilise un ESLint particulier qui correspond à ma manière de coder. Donc par défaut, Laravel propose des fichiers qui ne respectent pas ces conventions-là. Donc là, soit vous réécrivez les choses, soit vous annulez ce linting-là. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Donc dans le dossier build, au niveau de ma configuration, donc c'est la configuration de base de Webpack, je vais enlever les préloaders. Voilà, c'est eux qui sont responsables de linter mon code et de vérifier qu'il correspond à mes conventions. Je devine que ce n'est pas forcément les vôtres, donc sentez-vous libre de modifier les choses si ça ne vous va pas. Donc là, je relance un coup de npm run dev, et ce coup-ci, il va me donner des erreurs plus au niveau des dépendances. Parce que dans Laravel, il demande bootstrap-sas et vue ressources. Et moi, par défaut, je ne les utilise pas. Donc avant même qu'il démarre, je le cancel et je lui dis, je veux que tu rajoutes dans les dépendances vue-ressources. Donc vous pouvez faire un npm install ou un yarn add si vous avez décidé de passer à yarn. Donc là, il va utiliser vue ressources et je vais aussi lui dire d'utiliser, en faisant un coup de yarn, bootstrap-sas. Voilà, ce qui va permettre de résoudre les deux dépendances qui me manquaient. Et maintenant, je peux faire un coup de npm run dev. Il va démarrer le serveur sur le port 3003 et il va me laisser une dernière petite erreur. Alors là, c'est concernant les polices. Donc là, c'est lié à Bootstrap SAS qui fait les choses de manière un petit peu bizarre. Donc si vous regardez dans le dossier Node Module, alors j'y ai pas accès depuis ce dossier-là, donc on va y aller au niveau de l'explorateur. Donc on va dans le dossier Node Module, on regarde Bootstrap-SAS et on regarde au niveau des assets, le style sheet et il y a une partie qui concerne Glyphicon. C'est le système qui se charge d'importer les icônes. Si on regarde dans ce dossier-là, il dit que par défaut, il va inclure ce qui correspond à cette variable-là, à icon font path. Et cette variable-là est déclarée dans le fichier variable qui se situe ici. Et je ne sais pas pourquoi, ils mettent un chemin qui est assez particulier. Hop, si vous cherchez icon font path. Alors moi, j'utilise jamais Tutor Bootstrap, donc c'est vrai que j'étais jamais tombé sur ce problème-là. Mais il le dit, c'est un cran à la racine. Puis ensuite, tu vas dans font, puis Bootstrap. Donc le problème, c'est que lui, quand il lit ça,
SAS, bah, il se dit je suis dans ce dossier Bootstrap, je remonte d'un cran et là je trouve pas de dossier fonce. Donc effectivement ça plante. Donc ce que je peux faire pour résoudre ce souci là, c'est dans mon fichier CSS principal, donc c'est dans le fichier app.scss, j'écrase cette variable là en lui disant c'est dans le dossier node module, puis c'est le dossier Bootstrap SAS et voilà. Comme ça je lui donne le chemin absolu et ça permet de résoudre ce problème là. Si je sauvegarde, cette fois-ci il va recompiler les choses et il me dire que la compilation s'est bien faite. Donc côté navigateur, ben maintenant si je tape localhost 2.3003 /assets/app.js, je vais avoir mon JS qui va bien être chargé. Du coup, au niveau de mon application Laravel, donc on va prendre le template par défaut, c'est la vue Welcome. Ben, en bas, plutôt que de charger un JavaScript qui vient de nulle part, ben, je vais charger le JavaScript qui va se situer sur ce domaine-là. Alors hop, si j'oublie le SRC, on ne va pas aller loin. Et là, on lui dit HTTP, localhost, ça va être sur le port 3003, c'est moi qui l'ai décidé. Ça sera ensuite dans le dossier assets, puis app.js. Donc vous le devinez, après, évidemment, ça il faudra le changer lorsque l'on sera sur l'environnement de production. On changera cette URL-là pour mettre une vraie URL, et on en parlera juste après. Si maintenant je lance mon serveur artisan, donc je fais php artisan serve, et que je me rends sur la page localhost 2.8080, je vais avoir la page welcome, alors là c'est plutôt 8000, je vais avoir la page welcome et automatiquement je vais avoir mon JS qui va bien être chargé. Et je tombe sur une erreur liée à Vue.js parce qu'il initialise Vue et je n'ai pas de div qui a l'élément app. Si je veux charger mon composant Vue.js, je crée une div qui va avoir l'id app, c'est cette div là qui utilisera Vue.js. Et par défaut, je crois que dans Laravel, il montre un exemple où il y a un composant qui s'appelle exemple. Voilà. Et au-dessus, je vais mettre salut les gens. Maintenant, dès que je sauvegarde, automatiquement, vous voyez, ça se réactualise derrière. Et j'ai mon composant qui est chargé tout en bas. Alors, je vais passer sur des fenêtres un petit peu plus petites, histoire qu'on puisse avoir les deux choses en même temps. Si maintenant, je modifie mon exemple.vue, donc c'est exemple.vue, je me dis ici, je vais le traduire en français, je suis un composant d'exemple. Et vous allez voir, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va réactualiser le composant sans forcément réactualiser la page. Et de la même façon, si au niveau de mon app.css, je me dis, tiens, je ferai un truc bien dégueu et je mettrai un background color noir, automatiquement, il va l'actualiser sans forcément rafraîchir la page. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc, ça permet d'utiliser le hot reload tout en travaillant avec un framework qui va générer les pages en PHP ou en Ruby ou en n'importe quoi d'autre. Alors maintenant, vous dites, ok, c'est bien sympa ton truc, mais comment ça se passe au moment de la mise en production? Moi, j'ai besoin de compiler les assets. Alors, pour compiler les assets, on a une nouvelle recette dans le package.json qui est la recette build. Donc, je fais un rm-rf, alors là, faites attention à ce que vous mettez, et je vais supprimer le dossier qui va recevoir les assets. Donc, moi, en l'occurrence, ça sera public/assets. Et ensuite, je lui dis, je veux que tu compiles en utilisant cette configuration-là. Voilà. Donc là, je peux essayer. Donc je coupe mon terminal. Alors, c'était pas forcément celui de Laravel que j'aurais dû couper. Je vais le relancer. Et je vais couper mon npm run dev. Et ce coup-ci, je vais faire un coup de npm run build. Il va donc lire mon fichier app.js et générer deux fichiers, en l'occurrence, un fichier JS ici et un fichier CSS. Donc parce que je lui ai dit de séparer le JS et le CSS. Si je regarde au niveau de mon dossier public, j'ai maintenant un dossier assets qui va contenir mes assets, suivi d'un hash. Donc ça permet de s'assurer à chaque nouvelle génération qu'on se retrouve avec un nouveau fichier. Ça permet après de mettre en cache de manière assez importante les fichiers CSS et JS. Et on a un fichier assets.json qui va permettre de retrouver justement ces hashes. Du coup, ce que je me suis fait côté Laravel, c'est que je me suis fait un petit helper pour pouvoir retrouver ces chemins plus rapidement. Donc ce helper, je ne sais pas trop le placer, alors je vais le placer dans le dossier app directement, comme un modèle. Je vais l'appeler asset.php. Vous pouvez vraiment mieux vous organiser à cet endroit-là. Et le code ressemble à ça. Alors je vous le mettrai sur GitHub parce que c'est vrai que ça peut être pratique. Mais globalement, il est très simple. J'ai dedans une méthode statique qui va s'appeler path, où je lui dis à l'intérieur, je veux par exemple le chemin du fichier app.js, et lui, si je suis en phase de debug, il va lire il va mettre localhost 2.3003
l'URL que j'ai mis tout à l'heure, et si je ne suis pas en phase de debug, il va lire le JSON et extraire l'URL avec le hash. Donc ici, on va lui dire, est-ce que je suis en local? On va lui forcer un return false, histoire qu'il ait l'impression qu'on est toujours en production. Et ça me permettra de vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, au niveau de mes templates, à l'endroit où je mettais le chemin en brut ici, ben, je vais lui dire qu'il doit utiliser le système d'helper. Donc là, hop, je supprime ça. J'utilise Blade et je lui dis, je veux que tu charges ma classe asset. Et ensuite, tu vas utiliser le chemin vers le fichier app.js. Et de la même manière, tout en haut, hop, je vais supprimer le CSS qui est offert par défaut par Laravel. Et je vais lui dire, je veux que tu charges de la même façon le app.css. Donc en l'occurrence, lorsque je suis en développement, il ne chargera rien, il mettra un chemin vide. Voilà. Et là, hop. Ça suffit de mettre comme ça, il n'y a rien besoin de mettre. À la limite, on va lui préciser que c'est du style sheets et on va lui préciser que c'est du texte CSS. Voilà. Donc si maintenant je réactualise ma page, je vois que j'ai bien les couleurs qui sont en noir. Alors la mise à page a légèrement changé parce que j'ai enlevé le CSS par défaut. Mais si j'affiche mon code source, je vois bien qu'il met le chemin en absolu et il a bien remplacé par les différentes choses. Et de la même manière, si je lui dis par exemple de charger au niveau de mon CSS une image, donc je vais dans mon app.css, je vais déplacer une image à cet endroit-là. Donc je vais prendre, hop, on va aller dans mon dossier image, on va prendre ce fond d'écran, hop. On va l'appeler bg.png comme background, ça sera plus simple à appeler. Et au niveau ici de mon système, je vais lui dire directement dans mon body, je vais utiliser un background et je vais mettre l'URL vers l'image. Donc l'image, ça sera dans le même dossier et je peux mettre directement bg.png. Et ça sera en no repeat. Hop. Et je mets un background size cover, histoire que ça soit super joli et que ça prenne l'entièreté de l'écran. Maintenant, je relance un coup de npm run build. Donc là, hop, je lui demande de rebuild les choses. Il va effacer le dossier et régénérer donc le fichier assets.json et régénérer les assets. Si je regarde au niveau de mon dossier public maintenant, au niveau de mon dossier assets, ben ce qu'il va faire, c'est qu'il va en plus placer le fichier image en le renommant en utilisant le système de hash. Et dans le app.css, automatiquement, il générera ce hash. Donc moi, l'avantage, c'est qu'après, ben, je n'ai à m'occuper de absolument plus rien. Et automatiquement, hop, si je regarde ma page, hop, j'ai maintenant mon fond qui fonctionne comme ceci. Alors de la même façon, hein, si je réenlève ce que j'ai fait au niveau de mon asset et que je lui dis, bon ben si on est en localhost, je veux effectivement qu'on est en environnement local et je veux que tu utilises 3003, ben dans ce cas-là, il faudra que je lance un coup de npm run dev à chaque fois que je lance le serveur. Alors certains vont me dire, ouais mais c'est un petit peu chiant parce qu'il faut que tu penses à faire le npm run dev et le php artisan serve à la fois. Alors vous pouvez vous simplifier un petit peu la vie en installant concurrently. Donc concurrently, si vous cherchez sur npm, c'est un petit script qui, comme son nom l'indique, vous permet de lancer plusieurs tâches de manière concurrente. Donc voilà, vous pouvez l'installer de manière globale ou locale, et nous on va l'installer avec Yarn en utilisant yarn add concurrently. Une fois qu'il est installé, on peut lui dire dans la tâche de dev, donc c'est dans la package.json, lorsque tu développes, je veux que tu commences à faire un concurrently. Je veux que tu lances de manière concurrente cette tâche-là. Alors là, il faut penser à échapper les double quotes, sinon ça va pas être sympa. Et je veux aussi que tu lances un coup de PHP artisan serve. Et vous pouvez comme ça enchaîner si vous avez besoin de lancer plusieurs choses en même temps. Et vous pouvez aussi lui dire de faire un killovers. Ça veut dire que si jamais il y a une commande qui est killée, bon, pour une raison X ou Y, par exemple votre serveur Node.js plante ou votre serveur PHP plante, automatiquement tu coupes tout. Voilà. Si maintenant je fais un coup de npm run dev, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer les deux. Alors du coup là il me crache une grosse erreur, oui, parce que c'est un coup de PHP artisan serve et j'ai oublié le double tiret ici, c'est kill overs. Si maintenant je relance un coup de npm run dev, je vois qu'il lance le serveur de Laravel et ensuite il lance Webpack. Si maintenant je reviens sur ma page, et que je réactualise, ça fonctionne correctement et au niveau de mon code source, il a bien remis localhost de .3003. Donc dès que je veux développer, il me suffit de faire ça.
L'avantage, c'est que j'ai pas trop perturbé Laravel, je continue à utiliser son système où je mets les assets à cet endroit-là, et à la fin, je me retrouve avec quelque chose de propre au niveau de mon dossier public. Je peux virer la partie CSS et JS, elle ne me servira du coup absolument à rien. Du coup, après, au niveau de la configuration de votre serveur HTTP, donc Apache ou Nginx, vous pouvez lui dire tout ce qui est dans le dossier assets, ça doit être conservé en cache de manière indéterminée. Et automatiquement, dès que vous allez modifier votre JS ou votre CSS et renvoyer les modifications en ligne, il va régénérer un hash. Donc ça vous évitera de demander au client, vous avez peut-être l'habitude de dire « Ah, j'ai mis à jour le CSS », le client vous dit « Ouais, mais je vois pas les modifications » et que vous êtes obligé de lui dire « Rafraîchissez sans le cache ». Là, vous n'avez rien à faire parce que automatiquement, ce nom de fichier va changer et vous n'avez pas forcément à vous embêter à changer ça dans votre code source grâce au petit helper assets.php. Voilà, donc moi perso c'est une configuration que j'utilise un petit peu partout. Alors je vous ai mis sur le readme si vous en avez besoin d'autres recettes. Alors celle de WordPress elle n'est pas à jour, j'essaierai de la mettre à jour, mais je fais un petit peu la même chose sur Ruby on Rails. C'est-à-dire que sur GraphiCart, si vous regardez dans le code source, vous allez voir à peu près les mêmes formats de fichiers. Et je lui dis de la même façon, tu charges le JSON et en fonction tu génères les chemins. Voilà. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur le build, je vais quand même vous l'expliquer parce que ça peut être intéressant si vous avez besoin de le modifier. Alors c'est dans le dossier ressources, assets et build. Donc j'ai le fichier config qui me sert tout simplement à sauvegarder les différents fichiers de configuration. J'ai le fichier server.js qui est le fichier qui me sert à lancer le serveur de développement. Donc globalement c'est plutôt simple. J'utilise Webpack Dev Server et Webpack Add Middleware et je charge la configuration webpack.dev.js. Le seul truc de particulier qu'il y a ici, c'est que j'utilise Shokidar pour pouvoir détecter s'il y a des changements au niveau du PHP et du JS. Et dès qu'il y a, au niveau des fichiers que l'on a définis ici. Et dès qu'il y a des modifications au niveau de ce fichier-là, je publie un événement qui est ensuite capturé par le middleware et qui permet de réactualiser la page. Voilà. Donc ça c'est une petite truc magique qui permet de rafraîchir la page quand on modifie du PHP. Donc après c'est relativement classique, donc on a le serveur client.js, alors là c'est directement quelque chose qui est complètement pompé du hot middleware, sauf que j'avais besoin de faire quelques petites modifications et du coup le seul moyen que j'ai trouvé c'était carrément de tout réimporter, de faire les modifications dont j'avais besoin. Globalement je change le path pour pouvoir mettre le chemin en absolu avec le nom de domaine et tout ça. Ça évite que lorsque je charge le JavaScript, il essaie de charger le Webpack HMR, le hot reload middleware sur le même domaine. Donc le problème c'est que souvent il essaiera de le charger sur ça. Donc là l'avantage c'est que je peux lui dire non, il ne faut pas que tu le charges sur le port 8000 mais bien sur le port 3003 qui a été configuré. Et ensuite, c'est assez classique, tout en bas j'ai mis un custom handler où je lui dis dès que tu détectes l'action reload qui est propulsée par le Shokidar, tu rafraîchis la page. Voilà, c'est ce petit truc qui fait la magie. Et ce fichier-là, il est chargé au niveau de mon webpack.dev.js. Je lui dis en plus des entry points, tu charges en plus ce serveur client. Voilà, ce qui permet de générer ce système de rafraîchissement automatique. Donc après, au niveau de la configuration de base de Webpack, c'est plutôt classique. Je charge les différents entry points, je lui dis où exporter en fonction des fichiers de configuration. Et après, j'ai différents loaders, donc du Vue.js, du CSS, du Babel, de l'ESLint et tout ça. Donc là, pas grand chose de particulier, si ce n'est en bas que je rajoute un header qui permet d'éviter les problèmes. Côté dev, sur le dev, je rajoute le Hot Model Replacement Plugin qui permet de réactualiser les choses et après différents petits trucs. Et côté prod, ce que je fais, c'est que je change les noms des fichiers pour qu'ils contiennent ce fameux hash et j'utilise le plugin Extract Text Webpack qui permet d'extraire certains morceaux de Webpack et notamment le CSS pour créer un CSS séparé. Voilà, donc c'est ça qui permet à la fin, lorsque l'on fait un build, de ne pas avoir le JS qui injecte le CSS, mais plutôt d'avoir un fichier CSS séparé et de garder les choses propres et légères. Donc voilà pour cette petite configuration. Donc si jamais vous avez des modifications ou vous trouvez qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément clairs, n'hésitez pas à passer sur GitHub et à faire soit un pull request si vous voulez participer, soit tout simplement poster une issue si vous rencontrez un problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de voir un petit peu plus clair sur comment on peut utiliser Webpack pour autre chose qu'une page qui est entièrement faite en HTML et JS. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!